Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de retrouver cette semaine Anne et Laurent Chammassard pour parler autour de leur livre Libraires envolés, édité à la bibliothèque. Bonjour Anne et Laurent. Bonjour Nathalie. Alors, on disait en début de semaine que c'était un peu un récit de voyage puisqu'il était dans la collection L'écrivain voyageur. Même si je trouve que ce livre se lit comme un roman, et parfois un roman même comique, parce que c'est vrai que si on n'a pas eu la chance de voyager comme vous avez pu le faire, vous nous donnez à connaître des situations qui sont complètement burlesques, quoi. Et notamment au Pakistan, quand vous êtes allé au Pakistan. Je trouve qu'ils ont un rapport à l'alcool qui est quand même très particulier. À moins que le rapport à l'alcool soit le nôtre qui soit très particulier, non. Je ne sais pas. Oui, alors je vais dire là, je fais mon occidental primaire. C'est vrai que vu d'ici, c'est très étonnant, quoi. Alors oui, à Rome, fait comme les Romains. On n'avait pas prévu spécialement de chercher de l'alcool ou de boire au Pakistan, parce qu'il faut dire quand même que le Pakistan est l'intitulé officiel du pays, c'est République islamique du Pakistan. Donc l'alcool tombe sous le coup de lois très particulières dans ce pays. Et on s'en rend compte dès qu'on passe la frontière. Par exemple en venant de Chine ou d'Inde, où l'alcool est pratiqué comme ailleurs dans le monde. Mais en entrant au Pakistan, tout de suite, on se rend compte que qui veut boire de l'alcool va se heurter à des difficultés très prosaïques. Administratives. Voilà. Même s'il est pour consommer entre amis à l'occasion d'un repas. Oui, alors concrètement, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que par exemple, frontière entre l'Inde et le Pakistan, à la frontière du côté indien, il y a des bars où c'est votre dernière bière. Buvez votre dernière bière parce qu'après ça ne sera plus possible. Alors c'est possible de boire, il y a beaucoup d'alcool dans les hôtels de classe, ce qu'on appelle les hôtels de classe, donc je sais pas, 4-5 étoiles pour les diplomates, les expatriés. Après, au Pakistan, il y a quand même donc une majorité musulmane, pratiquante ou moins pratiquante. Il y a également des chrétiens qui d'ailleurs ont la vie un peu rude. Souvent des problèmes de cohabitation, mais ces gens-là peuvent, puisque ce n'est pas antithétique avec leur religion, se procurer de l'alcool, mais en passant par la case administration qui en effet délivre des tampons dans les passeports où on a un quota limité de boissons pour telle durée. Et c'est assez intéressant justement de rentrer de voir qui y va, quels sont ces lieux. Encore une fois, ce ne sont pas les lieux du monde international des diplomates et des expatriés, où là c'est possible mais très coûteux. Vraiment le monde de qui veut boire de l'alcool quand il n'a presque rien, ou comme le commun des mortels au Pakistan. Et c'est assez intéressant, et nous on a fait cette expérience et qui est une façon assez inédite de découvrir une des facettes du pays. En fait, il n'y a pas de bar et ce sont les points de vente qui s'organisent en bar. Ces points de vente sont souvent cachés, ils sont défendus par des sacs de sable ou de béton, parce que souvent ils sont implantés dans une structure plus vaste, comme par exemple une dépendance d'hôtel ou une administration ou des choses comme ça. Donc pénétrer à l'intérieur d'un lieu où on vend de l'alcool et où les clients en consomment directement sur place, debout, sans table, c'est assez intéressant. Alors on rentre dans un monde qui est secret, qui est camouflé, un peu tabou, honteux. Secret. Voire honteux. Oui, honteux, bien sûr. Voire honteux, oui, parce que c'est interdit par... l'anathème est à la porte. Les gens qui sortent en état d'ébriété s'exposent à des problèmes. Il y a beaucoup de délations par rapport à ça ? Oui, une délation qui est officieuse ou officielle, mais avant tout officielle, parce que, comme on disait, le buveur d'alcool doit faire sa demande
d'alcoolique, de buveur d'alcool, auprès de l'administration qui lui délivre un permis qui lui permettra de rentrer dans le lieu où l'alcool se vend. Et à chaque remise, à chaque livraison de liquide, donc, on présente son passeport et il y a une estampille officielle. Donc après, qui montre sa pièce d'identité lors d'un contrôle ou d'une demande de visa ou de n'importe quelle situation officielle, il y aura toujours le logo de buveur d'alcool à l'intérieur. C'est-à-dire un sujet qui est vicieux ou qui fait quelque chose en tout cas qui est contraire à la loi musulmane. D'accord, donc une pratique qui chez nous est courante, voire on n'a même plus besoin d'évoquer, là-bas ça fait l'objet d'une démarche administrative. Oui, quoi. C'est ça. Et alors j'imagine que quand on présente son passeport avec une petite case, homme, femme, et en dessous buveur d'alcool, on coche ou on coche pas, c'est ça? Alors oui, c'est marrant parce que l'alcool est c'est vraiment un estampillé logo buveur d'alcool. Il est, je sais pas si on dit buveur, buveuse, s'il y a un accord. Non, je pense que ce n'est même pas possible pour les femmes. Oui. Parce que nous, on était c'est buveur au masculin. Voilà, au masculin, oui, ça, je pense que ce n'est même pas possible pour une femme d'avoir ce tampon. Et d'ailleurs, dans les lieux où on mais consomme, il n'y a jamais de femme. De femme. Non. D'accord. Parce que c'est déjà frondeur de la part d'un homme, de la part d'une femme d'autant plus. Oui, c'est impensable. Oui. Oui. Heureusement qu'on n'a pas ce tampon en France, parce qu'on aurait tous des passeports de quelques centaines de pages. Il faudrait les faire renouveler assez fréquemment. Donc pour vous, ça ne vous a pas posé de problème? Enfin, vous n'avez pas eu de soucis particuliers? Non. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que une demande qui nous paraissait classique, comme partout ailleurs, en Chine, en Inde, eh bien, c'est pas parce qu'on y tenait particulièrement, mais d'aller vers ça par exemple, boire une bière, qui finalement est impossible ou selon ces conditions-là, c'est bien parce que ça nous a permis justement de rentrer dans une des réalités du pays. Et voilà. Plutôt que on était plus content de savoir comment ça se passait plutôt que de boire une bière. Oui, c'était juste sur le fonctionnement. Tout à fait. Voilà. De même qu'au Pakistan, vous êtes allé, vous le racontez, vous êtes allé sur le site de Bamiyan, c'est comme ça que ça se prononce, et vous faites le parallèle entre les femmes et ces statues que les djihadistes ont pillé, ont détruit il y a quelques années. Alors, les Bouddhas de Bamiyan, dans la vallée de Bamiyan qui se situe en Afghanistan, ces Bouddhas qui sont multimillénaires ont été détruits en 2001 dès l'instauration du régime taliban. Le Mollah Omar a déclaré devant l'opinion internationale, devant la presse internationale, que ça faisait partie des priorités culturelles du régime taliban de détruire les colosses, qui représentent des Bouddhas debout, qui sont encaissés, pris et sculptés à l'intérieur d'une grande lèvre de grès, dans une vallée afghane. Et la destruction du site a nécessité un mois. Donc pendant un mois, les talibans ont utilisé leurs munitions pour détruire ces statues. Il n'y a pas eu de disposition de charge, etc. Il y a vraiment eu une destruction à la munition de Kalachnikov. C'était un acharnement. Voilà, c'était un acharnement. Et on s'est rendu, à cette époque-là, donc en 2001, nous, cette destruction-là nous précédait largement avant notre passage en Afghanistan nous-mêmes. Mais on s'est rendu compte que, à l'époque des faits, l'opinion internationale avait vraiment diversement réagi. Il y a eu, une indignation de bon ton, évidemment. Il n'y a absolument eu aucune intervention armée pour défendre le patrimoine, etc. Et les autorités internationales, les associations, les intellectuels, les penseurs, les gouvernements divers, se sont plus indignés, avec l'arrivée des talibans, ils se sont plus indignés du sort humanitaire ou de la condition des populations.
qui bien sûr est un dossier qui est primordial, urgent, mais qui a presque occulté tout l'aspect de la destruction du patrimoine culturel physique. Voilà, et en fait, ceci, on a voulu expliquer que l'un n'excluait pas l'autre, que la préoccupation humanitaire ne permettait pas de dire que finalement ce n'est pas grave, c'est de la destruction de pierres, ce n'est pas de la destruction d'individus, puisque donc, en étant présent, l'image du Bouddha, du bouddhisme, qui était une religion majeure dans l'Afghanistan du Moyen-Âge, voilà, pré-islamique, qui d'ailleurs a laissé une forte empreinte dans le pays, et bien que ces statues demeurent, c'était que demeure avec elles la possibilité que justement les femmes soient mieux traitées que sous le régime taliban. Donc en fait, ce qu'on a voulu dire en faisant un parallèle entre la destruction de ces statues, et qui en effet de loin ce sont des formes fantomatiques, puisqu'il n'y a plus que les contours, un peu comme quand on voit une femme en burqa, on ne voit que son contour. Et bien en effet, finalement, on s'est dit qu'il ne fallait pas du tout mettre les deux en opposition, mais se dire que justement défendre ce patrimoine culturel, c'était indirectement permettre et aider à la cause humanitaire dans les valeurs que les choses ou le patrimoine transmet. Oui, c'est vrai qu'effectivement, quand on voit, elles étaient enchâssées un peu dans des grottes. Oui. C'est vrai que la femme en burqa, voilà, de manière schématique, ressemble un peu à une grotte. Oui, c'est une forme. C'est une forme, quoi. Sans oui. forme, sans visage. C'est un dôme, et en effet avec un petit resserrement au niveau de la tête, c'est comme ça. Et les Bouddhas de Bamiyan, il n'y a plus rien, mais il reste ça. Donc comme si on les avait réduits à ce contour. Et comme si justement, en fait, en mettant une burqa à une femme, on désirait intérieurement que son intériorité et son être soient détruits, comme on a détruit avec acharnement les statues. Voilà. Donc j'imagine que les sites aujourd'hui, ils doivent être, c'est une désolation, quoi. On n'en parle plus du tout. Mais il y a d'autres. Il y a les sites, les sites bouddhistes ou même zoroastriens qui pouvaient subsister en Afghanistan, a fortiori sont complètement abandonnés par le peu de programmes archéologiques qui existent encore sur le territoire. En revanche, il y a certaines tentatives archéologiques qui méritent d'être relevées quand même, parce que dans le nord du pays, près de Mazar-e-Sharif, c'est actuellement une équipe française d'archéologie qui est en train de dégager, ou alors qui était en train de dégager à l'époque où on passait, la première mosquée construite en Afghanistan. Donc elle date de quelques années après la conquête du pays par les troupes abbassides. Et quand nous sommes passés à Bamiyan, justement, donc nous avons vu des dégradations de fresques, voilà, les Bouddhas détruits. Il y avait néanmoins une équipe allemande qui travaillait activement. Il y a des projets de restauration. Il y a heureusement des gens qui font des choses concrètes pour aller dans le bon sens. Donc c'est vrai que dans ce livre, il y a aussi ce genre de... Alors là, je ne parle pas d'anecdotes, mais c'est vrai que c'est vraiment... Quand on parlait de récit de voyage, c'était dans le bon sens du terme. C'est que, à la lecture de votre livre, ça nous permet de découvrir tous ces sites. En plus, ils ont eu quand même à un moment donné un écho international. Et là, vous passez quelques années. Là, on est dans les années 2008. C'était en 2010, 2009, environ 2009. Ouais. D'accord, donc... Oui, c'était ça, 2009. Vous avez... donc, on a parlé des buveurs d'alcool au Pakistan, en Afghanistan de ce site. Votre ami Grigol, vous l'avez rencontré où? Au Pakistan? Non. En Afghanistan? Ni au Pakistan, ni en Afghanistan. C'est encore plus tard dans le récit, dans toute cette dynamique qui nous projette vers l'Occident.
Grigol, l'ami Grigol. Oui, parce que vous le présentez comme votre ami Grigol. Oui. Même si au départ, c'était pas gagné d'avance. C'est hein. Qui aime bien bien, ami. châtie bien. Et puis quand on vous connaît, c'est difficile à imaginer qu'on puisse se créer une amitié de cette sorte. C'est quand on voyage, voilà, il se passe beaucoup de choses. Ce sont 3 années intenses et forcément il y a des choses qui sont plus ou moins honorables dans ce qu'on a vécu. En Géorgie, en effet, nous avons rencontré ce Géorgien, Grigol, d'une façon un peu particulière. En fait, c'est encore une histoire d'alcool, comme par hasard. C'est un peu une histoire de destruction aussi, mais beaucoup moins grave que celle des Bouddhas de Bamiyan. En fait, donc en Géorgie, à Tbilissi, qui est la capitale de Géorgie, donc dans le Caucase, le vin est de très haute tradition. La vigne a vraisemblablement ou probablement vécu ses prémices dans cette région, puisque Noé, qui passe pour le père de la vigne, a fait poser son arche en Géorgie, si ce n'est en Arménie. Donc la tradition œnologique est vraiment locale. Et donc on disait lors des émissions précédentes qu'on a toujours à cœur d'aller vers la réalité des choses dans tous les pays. Et à la rencontre. Voilà, à la rencontre des gens, voilà. Quelle que soit la façon de rencontrer les gens. Donc on a été en Afghanistan à la rencontre de ce qu'ont fait les talibans, par exemple. Et en Géorgie, il était très naturel d'aller à la rencontre du vin ou des gens qui en boivent et qui en produisent. Alors pour le coup, en Géorgie, il n'y a absolument pas besoin d'avoir de permis. Non. Il n'y a pas d'estampilles sur le passeport. Voilà, c'est très démocratiquement. Voilà, c'est très répandu et c'est quelque chose qui est aussi naturel qu'en Allemagne ou en France ou en Irlande. Fait partie de la culture du pays, quoi. Voilà. C'est ça. Et donc voilà, et puis donc un jour, on avait, pour parler un petit peu dans le langage de tous les jours, on a fait la tournée des bars parce que on était invité à dîner chez une amie. Et puis un peu bizarrement, on était parti un peu en avance et puis donc on voulait tuer le temps en attendant de se rendre à ce dîner. Et puis voilà, on a goûté tous les crus locaux. Vous avez fait les caves, quoi. Voilà, jusqu'à nous retrouver dans le métro de Tbilissi. Un soir de printemps, c'était très agréable. Et voilà, pour une raison que je ne vais pas expliquer pour ne pas gâcher le plaisir de lecture non plus, voilà, rentrer un peu en bisbille avec un homme voilà, qui faisait son samedi soir lui aussi, qui avait sans doute aussi lui aussi visité les caves et les bars, qui était géorgien, donc peut-être qu'il avait une autre façon différente que nous de le faire. Et voilà, on s'est un petit peu accroché avec lui. Il y a eu une bagarre, mais très courtoise. En tout bien, tout honneur. Oui. Et ce qui nous a permis de rentrer en contact avec lui, de le connaître. Et c'est peut-être la meilleure façon de connaître un Géorgien que de s'engueuler avec lui un samedi soir dans le métro pour des raisons plus ou moins obscures. Mais voilà, c'est toujours une façon d'aller vers l'autre. Tous les détails sont dans le livre. Oui. Mais on s'est quittés très bons amis. La fin justifie les moyens, finalement. Quand on n'arrive pas à rentrer en contact avec quelqu'un, bon, on peut aussi chercher la castagne. Et puis, et là, c'est la meilleure des rencontres. Oui. Puis après, on est bons amis. Oui. Hein, c'est ça. Bon, bien écoutez, donc chers auditeurs, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, eh bien, prenez plaisir à lire Libraires envolés de Anne et Laurent Chammassard. Et encore, il y a bien d'autres détails comme ça qui sont croustillants, je trouve, dans ce récit. Et nous, on se dit à demain pour la suite de notre découverte. Merci à demain. Beaucoup. Anne et Laurent Chammassard, libraires envolés. Au départ de Gilgit, on monta dans un petit bus de déglingue en compagnie d'une quinzaine d'autres personnes, 13 hommes, 2 femmes, l'une en pantalon large et tunique vert pomme,
aînée et bague dorée à tous les doigts, cheveux couverts d'un grand châle dont elle se servait pour protéger coraniquement sa chevelure et son visage de la poussière. L'autre, sans chevelure, sans visage, ni pieds, recouverte qu'elle était du voile noir intégral, le niqab. Sous l'égide d'un sympa sambon emmêlé à un chapelet cliquetant, l'équipe de hasard emboîta la route qui descend vers Islamabad en sillonnant les reliefs expressionnistes. Petitesse de tout, du véhicule brinque-ballant, des existences calées dedans. Il était doux de comprendre avec tant d'évidence combien mourir pour de si petites choses est à portée de main. Car c'était une route chaude en diable. Des agrégats de roches lâchaient parfois prises et glissaient en submergeant la piste, ou bien c'était la corniche elle-même qui s'écroulait, amputant la route de la moitié de sa largeur. Au gré des virages, on identifiait parfois, tout au fond du précipice, les camions mal lestés au point noir des carcasses. Le chauffeur nous faisait tous descendre lorsqu'il fallait franchir un tronçon clairement funambulesque, une roue sur ce qui restait de route, une autre sur une planche calée en équilibre au-dessus des ravins. Une fois reparti, il était amusant de souhaiter bonne chance aux véhicules allant en sens inverse. Des machins énormes et désinvoltes, des camions et des bus à la façon pakistanaise, peints en rouge, orange et jaune, remorques et carrosseries ultra décorées, pourtours de fenêtres en aluminium sculpté, peinture d'aigle en chasse sur les caissons latéraux, bandeaux en éclats de miroir, jantes chromées, portraits de stars locales sur les capots, boules clignotantes aux antennes et batteries de clochettes sous les pare-chocs. Quand il s'agissait de croiser l'un de ces véhicules, on entreapercevait derrière le pare-brise constellé d'autocollants les moustaches d'un chauffeur en sueur dans sa cabine touffue, les pompons battant les rétroviseurs intérieurs en chiadant les angles de vision. Du coup, on avait presque honte de rouler dans un véhicule aussi commun. Un minivan bleu ciel, sans doute récupéré en Chine, avec pour seule parure le carré en plastique vrombissant au vent qu'un adepte du scotch marron avait installé en lieu et place d'une ancienne vitre brisée. Septembre, en cette année-là, était le mois du Ramadan. Quand les dernières lueurs implosèrent derrière les montagnes, ce fut le signal attendu de l'iftar, la fin du jour, l'heure de rompre le jeûne alimentaire et tabagique. Le dernier rayon solaire tout juste éteint, recta, l'odeur du hashish sauta aux narines, sans formaliser personne, bien au contraire. Au-delà du substitut à l'alcool, c'est une coutume bien connue de la région. Le gars en fuma 2 coup sur coup, des tubes vidés de leur tabac et re-remplis du même, mais mélangés à la résine et qu'on appelle des doubles cigarettes. Tandis que le radiocassette diffusait les bombardes nasillardes de la musique traditionnelle, certains sortirent des fruits, d'autres des biscuits. On accepta tout ce qu'on voulut nous offrir, et noyés dans la musique auspicieuse, suspendus aux falaises sous la lune brasillante, les précipices cachemiris se peuplèrent de songes transcendants. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.